Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Zanzori, je suis expert en éducation informelle, spécialisé dans le monde des adolescents. Et je ne sais pas si vous le savez ou non, mais j'ai donné une conférence la semaine dernière. J'avais été sollicité par Amélie Ababou, qui m'avait dit sur Internet, est-ce que tu peux nous aider un peu à mieux comprendre ce qui s'est passé à Eilat, le grand scandale du viol de la jeune fille dans les toilettes, etc. Et suite à cette intervention, j'avais demandé à donner éventuellement une conférence gracieusement pour essayer d'expliquer quelques principes et le travail que je menais. Comme cette conférence devait être enregistrée, mais finalement pour des raisons qui ont échappé à notre volonté, ça ne s'est pas fait, ça s'est mal enregistré. Alors je vais essayer de vous résumer en 10 minutes ce qui avait été dit là-bas. Ce qui a été dit là-bas, c'est la chose suivante. Je travaille depuis 35 ans sur le terrain et je travaille plus particulièrement sur une théorie qui est un peu personnelle, où je prends un peu des choses d'un peu partout, de ce que j'ai compris aussi sur le terrain, pour essayer de vous expliquer la notion de bouclier pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est le bouclier pédagogique? C'est un bouclier qui va permettre à votre enfant, grâce à votre pédagogie, grâce à votre éducation, d'être un mensch, d'être quelqu'un qui est intéressant pour son entourage, qui est quelqu'un qui est recherché, d'être quelqu'un qui sera probablement pas une victime, parce qu'il fera énormément attention à plein de choses, mais qui sera pas non plus un bourreau, parce qu'il aura pris des habitudes excellentes durant toute sa vie, grâce à son éducation, et qui sera pas non plus quelqu'un de désœuvré, qui ne saura pas, parce que pour lui, ça sera la vie, ça sera assez clair, et il saura ce qu'il veut et ce qu'il recherche. Et donc, pour réussir ce tour de force, un peu, d'éduquer notre enfant de telle façon à ce qu'il soit bien dans sa peau, bien dans ses valeurs, bien dans ses idées, alors il faut monter ce bouclier pédagogique. Bien entendu, moi, je suis un bonhomme qui travaille avec beaucoup d'associations, je travaille aussi en privé, je reçois des parents qui ont déjà des problèmes, mais je vais vous dire un petit secret. Très souvent, les parents qui viennent me voir me disent, voilà, mon fils a 16 ans, il commence à fréquenter, à fumer, à boire, je n'ai plus de contrôle, il ne nous écoute plus, il rentre plus le soir. Oui, c'est très bien, mais à ce moment-là, il y a des choses à faire, mais c'est très dur. C'est dur, c'est long, ça ne marchera pas d'ailleurs obligatoirement parce que le problème est là depuis trop longtemps, il s'est posé, le gosse a pris des habitudes, il vous a étudié, alors que si vous aviez pris à la source, au moment où il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et vous lui avez donné des bonnes habitudes de réflexion, de la façon de voir les choses, etc., la chance qu'il arrive à ça est très faible. Ça ne veut pas dire du tout que ceux qui ont loupé les différents tournants étaient des mauvais parents, n'avaient pas compris, simplement des fois, comme l'enfant est petit, et il n'y a pas une résistance énorme aux choses et à votre parole, eh ben vous n'allez pas percevoir obligatoirement là où ça s'est gâté un peu, et là où il commence à se poser des questions, mais qui ne vous a pas fait partager. Et donc, quand ça va exploser un peu dans sa tête, quand ça va monter, il est déjà un peu trop tard et vous pouvez être les meilleurs parents du monde, les types les plus sympas. Si vous n'avez pas suivi une ligne éducative, le bouclier éducatif, c'est quelque chose qui vous dit arrêtez avec la notion d'outils. Donnez-moi des outils, monsieur l'éducateur. Non, les outils, ça sert à rien. C'est un peu comme si je vous donne une scie sauteuse à visée électronique. Si vous n'avez pas pratiqué, si vous n'avez pas fait un cours, vous ne pouvez pas utiliser les outils. Ben là, c'est la même chose. Je ne vais pas vous donner des outils pour l'instant. Dans mes ateliers, etc., j'en donne. Mais je veux d'abord vous apprendre à vous servir des outils, à comprendre de quoi on parle, à donner le cadre philosophique, à donner le cadre pédagogique, qui vont permettre, oui, d'insérer des outils et des pratiques et des façons de faire qui vont permettre de gagner à la fin. D'accord? D'avoir une approche gagnante, une approche qui réussit à faire de votre fils, de votre fille, quelqu'un d'extrêmement bien dans sa peau, dans ses valeurs, dans ses idées, dans ses relations avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Comment ça marche? On commence le résumé, ça fait 4 minutes 12, ça veut dire qu'il me reste environ, allez, je vais prendre une dizaine de minutes pour vous expliquer 4 des théories sur les 50 qui composent le bouclier pédagogique, qui sont centrales et importantes pour créer cette protection. La première notion est la suivante, c'est comme Janusz Korczak, un des plus grands éducateurs de l'histoire du monde, nous l'a enseigné, apprendre à ne pas négliger, à ne pas se moquer, à ne pas écraser le petit. Le petit, le faible, l'handicapé, le nouveau, le bisu, celui qui n'a pas encore tous les éléments pour comprendre, qui ne connaît pas le monde dans lequel vous évoluez, qui vient de rentrer dans ce cercle-là
que ce cercle soit l'école, soit l'armée, soit le lycée, soit le GAN, et qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui est petit, qui est faible, qui n'est pas obligatoirement très développé, qui a peut-être un petit retard. Eh bien, il y a deux façons de faire avec ce bonhomme-là. La première façon est de dire, ah ah, il est petit, je vais lui dicter ma volonté, je vais l'écraser, je vais lui expliquer. Et la deuxième façon, c'est de dire, je vais l'aider parce que je suis un type bien. Je vais l'aider parce que c'est important, parce que pour ma société, pour moi, pour lui, c'est important qu'il soit à la hauteur, qu'il rattrape son retard et qu'il soit avec nous. Et s'il ne peut pas rattraper son retard, alors je vais le protéger, je vais être devant lui. Mon meilleur copain, qui s'appelle Gilou, et qui est handicapé moteur, m'a raconté un jour que quand on dit lit en hébreu, pour moi, et Dieu le dit pas mal de fois, en vrai, il y a un petit jeu de mots. Par exemple, va Vaasuli Mishkan, et vous allez me faire un tabernacle. Eh bien, vous savez, c'est les deux lettres les plus remarquables de l'alphabet, parce que le Lamed, c'est la lettre la plus grande de l'alphabet, et le Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et en fait, ce que veut dire Vaasuli Mishkan, et faites-moi un tabernacle, c'est faites ensemble, le grand défendant le petit. Et j'ai beaucoup aimé cette Dvar Torah, parce que le lit, on a souvent l'impression que c'est égoïste, quand on dit mais pour moi, je veux pour moi, je veux pour moi. Non, mais en fait, si tu inclus le petit dans ton pour toi, dans ton développement personnel, si le petit fait partie de ce bouclier pédagogique, fait partie de ton développement à toi, protéger le petit, c'est pas juste pour lui, c'est pour toi aussi. C'est pour te protéger de la situation où tu vas te croire grand, où tu vas te croire intelligent, ou trop malin. Ce gonflage de tête va être une des choses qui vont te faire chuter demain. Alors je vais faire avec le petit, je vais l'aider à rattraper, et souvent c'est moi-même le petit. Souvent c'est moi qui suis le petit, qui suis le nouveau, et j'espère qu'on va m'aider, et qu'on va m'aider à rattraper, et qu'on va m'aider à revenir, et qu'on va me protéger. Et Gilou concluait le Dvar Torah en disant, mais par contre dans le mot Israël, c'est le petit, c'est le Yud qui maintenant dirige et mène la danse, et le Lamed qui ferme, qui protège les autres, qui protège la fin du camp. Vous savez, quand on marche en file, souvent les faibles sont derrière, il faut un fort derrière, il faut un parent. Quand on marche avec son enfant derrière dans la rue, le Lamed, le parent, il se met derrière pour avoir de la visibilité, pour voir son enfant. Eh bien, dans le mot Israël, le petit va ouvrir, on va le laisser devant, il va initier, et le Lamed, le grand, celui qui connaît, qui est plus fort, il va se mettre derrière pour assurer que tout le monde est bien là, et bien au milieu. C'est la première élément de ce bouclier pédagogique. Dans tous les éléments que je vais dire maintenant, les trois autres, qui sont encore une fois, comme je l'ai dit, 3 des 50 éléments qui constituent ce bouclier pédagogique, il est évident que quand on s'assoit en atelier, je donne beaucoup plus d'exemples, je rentre dans le détail, j'explique les choses à éviter, les choses à faire, mais là, on est là pour donner une petite teima, c'est-à-dire une petite dégustation de ce produit, d'accord ? Donc, on y va. Le deuxième élément va être de bien nommer les choses. Alors, ça n'a pas l'air clair. Ça veut dire quoi? Bien sûr que je nomme bien les choses. Je vois quelque chose, je l'appelle. D'abord, il faut savoir que c'était la tâche de Adam Arishon. Le premier homme doit nommer les choses. C'est la première mission donnée par Dieu. Nomme bien les choses. Donne-leur des noms. Un lion, un tigre, un tigre. Alors, pourquoi c'est tellement important de bien nommer les choses? Parce que si tu nommes mal les choses, tu vas avoir une tendance à un moment donné, de la même façon que, d'ailleurs ça ressemble, quand tu défends pas le petit, la veuve, l'orphelin, l'attardé, l'handicapé, celui qui ne comprend pas, etc., bien tu vas avoir une mauvaise interprétation du monde. Parce que finalement, bien sûr qu'il faudrait défendre le petit, bien sûr que si j'ai des muscles, c'est aussi pour aider l'autre. Mais sauf si j'ai une mauvaise interprétation, je mets les mauvais mots, le petit c'est le minable. Non, c'est pas le minable. Là aussi, il va falloir bien nommer les choses. Le petit, c'est celui qui a circonstanciellement un problème. Ça peut être aussi un problème constant. Mais finalement, mon enjeu, ça va être de bien dire les choses. Il est plus petit, il est plus faible, il est nouveau, je vais l'aider. Et si on avait parlé, justement, on a parlé de la société, comment la société nomme les choses. Dans le viol, par exemple, de Eilat, alors vous pouvez avoir sur Internet, vous allez entendre différentes théories. Par exemple, des gens vont dire « Oui, mais elle avait bu, oui, mais vous savez, il y a des filles aussi qui sont des allumeuses, il y en a qui sont des nymphomanes. » Ah oui, c'est très bien tout ça, sauf que
Pour les hommes, par exemple, quand un homme aime bien les femmes, on va l'appeler avec des noms très poétiques. Un coureur de jupons, un homme à femme. Alors que souvent, c'est aussi un profiteur, un, un bonhomme qui dérange, qui gêne, qui embête, qui... Vous pouvez pas à chaque fois mettre des mots et la société va avoir tendance, selon son ordre de priorité, pendant très longtemps la femme par exemple a été vue, et encore aujourd'hui, il y a encore des disparités dans la façon de... Alors l'homme c'est un peu poétique, mais par contre une femme ça va être très dur, très vite jugé, de l'allumeuse, de la nymphomane, etc. Non, un des rôles des parents est notre rôle, et c'est un gros boulot, hein, parce que pour bien nommer les choses, il faut encore bien les comprendre, il ne faut pas partir dans juste suivre ses propres théories personnelles, mais par contre, un salaud, tu l'appelles un salaud, un bonhomme qui était soi-disant un humoriste comme Dieudonné dans le temps, et ben quand il commence à devenir un antisémite, raciste, avec des incitations à la haine, tu peux plus dire l'humoriste, non, parce que c'est poétique, c'est joli, tu as entouré, il est protégé parce qu'il rigolait, finalement, non, il rigole pas du tout, et donc tu vas dire l'antisémite Dieudonné, le raciste Dieudonné, et sa place, elle est en prison tant qu'il continue à faire ça. Quand tu nommes bien les choses, quand tu les dis bien, sans faux fuyant, eh bien, tu rajoutes, comme le dit Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Donc ne rajoute pas du malheur au monde, appelle les choses un chat, et tu vas voir que au niveau de ton éducation, euh, ça va être très carré. Alors tu vas dire, mais où est la souplesse d'interprétation? Oui, la souplesse d'interprétation, et ton enfant a le droit de développer ses propres théories philosophiques, etc. Mais il ne faut pas déconner non plus, excusez-moi, il faut appeler un chat, d'accord? On y va. Euh, Initiation à la notion du tachmish, ça va être le troisième point. Pour respecter quelqu'un d'autre, et pas seulement le petit, le respect de l'autre passe aussi par le respect. Alors, je ne vais pas rentrer dans la notion talmudique, mais il faut savoir qu'il y a une notion talmudique qui explique que si quelque chose il est important, s'il est vu comme étant saint, comme étant la neshama de quelque chose, etc., euh, tout ce qui l'entoure et le protège a un certain degré de sainteté aussi. Je vous donne un exemple concret par rapport à l'éducation. Si votre enfant est très important pour vous, si votre enfant est vital et central, alors ce qui va toucher à votre enfant, il faut lui donner un caractère sacré, entre guillemets, il faut lui donner beaucoup de respect. Par exemple, sa chambre, par exemple, son ordinateur, par exemple, sa tablette vidéo, par exemple, son armoire, ses habits. Pourquoi c'est important? Parce que ça a beau être des avoirs, c'est pas son être, bien sûr. Sa tablette, son ordinateur, on s'en fiche, a priori, ça va, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est lui. Oui, mais la notion du tashmi, je vous dis même, et son corps, est-ce que c'est vraiment lui? Ou est-ce que c'est aussi un tashmish? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui entoure sa neshama? Alors, parce que si tu te trompes dans la théorie, tu pourrais dire, oh, ça aussi, c'est un avoir, même le corps, ça va, il est bien dans sa peau, dans son corps, mais finalement, l'essentiel de mon enfant, c'est son cerveau, sa tête, et donc je peux le bousculer un peu, je peux changer. Non. Cette notion de tashmish, cette notion de comment respecter quelqu'un, comment respecter autrui, ça commence bien avant d'être arrivé à autrui. C'est quand tu vas retrouver un objet qu'il a perdu. C'est quand tu vas retrouver son habit, c'est quand tu vas retrouver sa tablette qui traîne quelque part. Ne pas l'utiliser parce que, eh ben, t'as qu'à pas laisser traîner tes affaires. Moi, je l'ai vu là, je l'ai utilisé. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, pas parce qu'il y a un interdit de la Torah ou des trucs ou des écrits. Non, tu n'as pas le droit parce que en vrai, dans cet avoir, il n'y a pas que du verbe avoir. Il y a aussi un peu d'être dans l'avoir. Et donc, si tu le touches, c'est quelque part, bien sûr, de façon plus éloignée, plus édulcorée, mais comme si tu l'avais touché à lui, sans son consentement, sans sa bénédiction ou sa permission. Et donc, tu ne le touches pas. Et ça va être valable aussi pour une fille. Tu vas dire, ah, ça va. Non, ça va pas du tout. Tu la touches pas. Tu ne fais rien sans consentement, sans accord. Tu fais rien non plus si jamais elle est saoule. Si jamais elle est pas en son état normal. Tu n'as pas le droit. Et plus tu vas être respectueux des choses qui appartiennent à la personne, y compris de son temps, de son sommeil, plus en vrai tu vas apprendre qu'est-ce que c'est le respect de la personne. Et quand tu arrives vraiment en face d'elle, en face de la vraie personne, en face du
de ce qui est le plus intime, le plus vrai de la personne, etc., tu vas avoir un respect immense. Mais si tu n'as pas pris l'habitude sur des petites choses qui lui appartiennent, etc., alors tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas pas avoir de respect d'elle-même et ça va être une catastrophe. Il n'y a pas une possibilité de respecter son prochain si vous n'avez pas respecté le tashmish, ce qui l'entoure, ce qui le protège, ce qui lui fait du bien, les choses qu'il aime. Et des fois, ça va être même ses copains, même s'ils ne vous plaisent pas trop. Alors, vous pouvez lui dire, tes copains ne me plaisent pas trop, alors invite-les à la maison, je veux les connaître mieux. Parce que peut-être que si tu les as choisis comme copains, c'est que c'est des types très bien, mais juste, je ne les connais pas assez. Mais si vous ne faites pas ça, alors en jugeant même ses choix, ses copains, etc., quelque part, vous le jugez à lui, et quelque part, vous avez déjà commencé à altérer les relations avec votre enfant. Et donc ce point-là, il va être un élément vital du bouclier pédagogique.